À 4 heures, zozozo, 57 camions s'immobilisent d'un seul mouvement et la routine frontalière devient soudain un événement stratégique. Sous une aide humanitaire apparente, l'interception met à nu une architecture logistique et financière cohérente, transnationale, assez lourde pour imposer une lecture de méthode plutôt qu'un simple réflexe policier. Pour les citoyens, que signifie cette nuit lorsque l'État, sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, affirme pouvoir mesurer, expliquer et contenir la menace avant qu'elle ne dicte la peur collective? Si le convoi passait, l'équilibre institutionnel, régional et narratif basculait d'un seul coup. Ce récit ne promet pas un spectacle, mais une méthode pour comprendre ce qui s'est réellement joué avant, pendant et après l'interception. L'enjeu est simple et exigeant. Distinguer les faits vérifiables des interprétations hâtives afin d'évaluer ce que révèle une saisie quand elle est traitée comme une enquête systémique plutôt qu'un épisode isolé. En quelques lignes, le lecteur gagne une clé: comprendre comment une menace complexe peut être détectée, documentée et neutralisée avant qu'elle ne produise ses effets politiques. L'analyse repose sur un principe clair: suivre les preuves plutôt que les slogans. Cela implique d'examiner la cohérence logistique, la temporalité des décisions et la discipline de la chaîne de preuves, sans ajouter d'hypothèses inutiles. L'intérêt n'est pas de savoir seulement ce qui a été saisi, mais ce que cette saisie dit de la capacité d'un État à agir sans céder à l'urgence narrative. À travers cette approche, le lecteur peut mesurer pourquoi la prévention documentée pèse souvent plus que la réaction spectaculaire et comment une nuit critique devient un test de souveraineté méthodique. La saisie ne correspond pas à un simple coup de filet, elle révèle une capacité militaire prépositionnée évaluée à plus de 700 millions de dollars. En moins de 15 minutes, 57 camions sont neutralisés, signe qu'un verrou avait été préparé en amont et déclenché sans improvisation. Ce chiffre ne décrit pas seulement une valeur matérielle, il indique un niveau d'anticipation incompatible avec une opération opportuniste. Pour comprendre ce basculement, il faut relire la scène initiale. Avant l'aube du 16 août, les véhicules ne convergent pas par hasard. Ils partent de points distincts, avancent sans phare, puis se regroupent près de la frontière togolaise selon une synchronisation trop précise pour être fortuite. La logistique est pensée pour retarder toute alerte: compartimentation des rôles, itinéraire secondaire, réduction maximale des signaux visibles. La question centrale cesse alors d'être: que transportait-il? Pour devenir: comment une telle convergence a-t-elle pu rester silencieuse si longtemps? À Ouagadougou, l'information remonte heure par heure. Ibrahim Traoré donne une consigne qui oriente toute la séquence: éviter l'emballement narratif et privilégier la cohérence du dossier. Chaque camion est traité comme une scène distincte, chaque conducteur interrogé séparément, chaque numéro de série consigné. L'objectif n'est pas l'effet d'annonce, mais la démonstration méthodique. Cette discipline transforme l'opération en enquête systémique. Suivre les itinéraires, croiser les flux financiers, identifier les relais possibles. Le contexte régional renforce la gravité. Dans le Sahel, la circulation d'armes est diffuse mais rarement structurée avec une telle densité et un tel coût. Ici, les premiers indices pointent vers une chaîne transnationale capable d'acheter, stocker et livrer à grande échelle. Le convoi devient la partie visible d'un plan plus large, et l'interception un test précoce de souveraineté documentaire, prouvé par des faits traçables que l'État peut agir avant que la peur ne gouverne. Le fil humain de l'interception passe par un officier de terrain, le capitaine Moussa Kaboré, responsable des gardes-frontières dans la région des Canaries. Depuis des années, il observe les routes comme un système vivant, attentif aux écarts d'horaire, aux ruptures de cadence et aux détails qui signalent un passage anormal.
Dans la nuit du 16 août, ce ne sont pas les camions eux-mêmes qui l'alertent d'abord, mais leur discipline. Une synchronisation trop propre, des phares éteints, une avancée silencieuse qui trahit une préparation longue. Sous son commandement, 15 hommes se déploient rapidement, appuyés par 2 véhicules blindés légers et un drone militaire. Le dispositif reste volontairement sobre, loin d'une mise en scène spectaculaire, mais suffisamment précis pour figer la file sans provoquer d'affrontement. Lorsque les premiers camions s'arrêtent, la perception change immédiatement. L'unité ne fait pas face à une irrégularité isolée, mais à une structure organisée qui accepte soudain d'être immobilisée. L'ouverture des caisses marque un second choc. Sous des sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une rigueur industrielle. Pour Caboret, l'impact est sans ambiguïté. Ce qui est intercepté n'est pas une cargaison opportuniste, mais une capacité de basculement prête à être activée. L'effet se propage rapidement du terrain vers la capitale, déclenchant une coordination d'urgence et une consigne simple: préserver les preuves, éviter la panique, tenir la ligne. À ce stade, stopper la menace ne relève plus d'un acte isolé, mais d'une décision qui redéfinit immédiatement l'équilibre. Avant l'interception, le dispositif paraît presque banal. Des camions circulent sur des axes secondaires, chargés de marchandises présentées comme humanitaires, sans attirer une attention immédiate. Pourtant, en amont, tout indique une préparation minutieuse. Les départs sont organisés depuis des zones distinctes, avec des horaires calculés pour éviter les croisements visibles. Les chauffeurs n'ont qu'une vision fragmentée de l'ensemble et la convergence n'est prévue qu'au dernier moment, lorsque la masse devient difficile à distinguer d'un flux ordinaire. L'idée centrale est simple: rendre le volume invisible jusqu'à sa complétion. Le basculement se produit précisément à 4h00. À cet instant, la file est sur l'étape complète et le verrou est déclenché sans improvisation. Les routes secondaires sont coupées par segments, les patrouilles avancent selon un schéma préparé et le premier camion s'arrête. Puis le second, puis le troisième. L'effet nommé domino est immédiat. En moins d'un quart d'heure, 57 véhicules sont immobilisés sans échange de tirs inutiles. Ce choix tactique est assumé. Privilégier la capture intégrale plutôt que l'interruption partielle, afin de préserver la cohérence de la preuve. Lorsque les bâches sont soulevées, la scène change de nature. Sous les sacs de farine et de lait en poudre apparaissent des armes neuves, conditionnées avec une précision quasi industrielle. Fusils, munitions et systèmes lourds sont disposés pour un déplacement rapide. Le choc ne vient pas seulement de l'arsenal, mais de sa cohérence. Les volumes et le conditionnement suggèrent un dépôt militaire reconstitué, prêt à être activé. À cet instant, l'opération cesse d'être une routine frontalière et devient un événement stratégique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré reçoit les premiers rapports consolidés. Il coupe court à toute tentation de mise en scène. La consigne est nette: sécurisation totale du périmètre, aucune preuve détruite, aucune narration improvisée. Les forces spécialisées sont dépêchées, les équipes médico-légales prennent position et chaque mètre est balisé, photographié, consigné. Cette séquence marque une inflexion claire. L'État ne cherche plus seulement à arrêter, il cherche à démontrer. Les répliques suivent rapidement. À la mi-journée, certains conducteurs paniquent et tentent de fuir, révélant une intention claire de quitter l'image avant qu'elle ne devienne preuve. Les axes sont déjà bloqués, de nouveaux camions sont ouverts et l'ampleur dépasse les estimations initiales. La cellule de crise se réunit, les itinéraires sont tracés et les flux commencent à être recoupés. L'événement n'est plus une saisie isolée, il devient une opération stoppée avant son déclenchement politique. Après l'interception,
Une ligne de conduite s'impose. Préserver la chaîne de preuves pour empêcher que la peur ne prenne le volant. Ce qui est arrêté cette nuit-là ne se limite pas à un convoi, mais à une séquence dont la réussite dépend désormais de la rigueur avec laquelle chaque étape sera documentée et expliquée. Avant l'interception, la menace pouvait être perçue comme diffuse et difficile à qualifier. Après l'inventaire, elle change de nature et devient mesurable. Le passage du soupçon à la preuve repose sur quelques chiffres clés qui déplacent l'analyse d'un registre émotionnel vers une lecture de capacités concrètes. Ces données ne servent pas à impressionner, mais à décrire une intention opérationnelle cohérente. Le premier chiffre structure l'ensemble. Environ 25 000 fusils de type AK-47 sont recensés. Pris isolément, un tel volume pourrait, non, ça pourrait évoquer un stock disparate. Mais replacé dans son contexte, il décrit une capacité d'équipement à grande échelle. De quoi armer plusieurs brigades sans dépendre d'un seul fournisseur, avec des pièces interchangeables et des munitions compatibles. Ce nombre indique une logique de durée. Il ne s'agit pas d'intimider ponctuellement, mais de tenir un territoire dans le temps. La masse devient ici un langage stratégique. Le second chiffre affine la lecture. Près de 10 000 fusils M16 sont identifiés, portant des codes liés à des chaînes d'exportation européennes. Cette diversité d'origine n'est pas un détail technique. Elle révèle une architecture capable d'absorber plusieurs sources d'approvisionnement, de stocker, de reconditionner, puis de livrer sans déclencher d'alerte immédiate. Mélanger les provenances réduit le risque d'un point unique de détection. Pour les enquêteurs, cette combinaison signale du temps, de l'argent et des relais fiables. Le troisième chiffre modifie radicalement l'équation sécuritaire. Plus de 400 missiles anti-aériens sont retrouvés dans différents conteneurs, certains encore scellés. Des systèmes ne s'inscrivent pas dans une logique de contrebande opportuniste. Leur présence indique la capacité de nier l'accès aérien et de contraindre les mouvements adverses. En termes simples, ils créent une fenêtre de vulnérabilité susceptible de forcer des décisions politiques sous pression. À ce stade, l'arsenal n'est plus seulement offensif, il devient structurant. Pris ensemble, ces trois mesures déplacent à l'analyse. Elles montrent que l'arsenal n'a pas été assemblé pour frapper puis disparaître, mais pour s'installer. Les volumes parlent d'eux-mêmes: stockage pensé à l'avance, conditionnement standardisé, transport calibré pour une activation rapide. Les chiffres cessent d'être des données brutes et deviennent une carte de capacité. Dans ce cadre, la décision d'Ibrahim Traoré d'exiger le croisement systématique des numéros de série avec des bases partenaires prend une dimension stratégique. Elle vise à réduire deux risques majeurs: l'erreur d'attribution et la bataille des récits. Plus la chaîne de preuves est nette, moins la manipulation dispose d'espace. La quantification devient alors un outil de stabilité narrative. Reste une question lourde. Comment une architecture aussi massive a-t-elle pu converger si tard dans la détection? La réponse ne requiert pas d'hypothèses nouvelles, mais un travail patient de liaison entre chiffres, routes et flux financiers. C'est dans ce passage du volume à la relation que la preuve change de nature et il explique pourquoi l'événement ne pouvait pas être anodin. Dès que l'affaire devient publique, deux interprétations concurrentes émergent et structurent le débat. Les exposer sans caricature est indispensable pour comprendre la bataille du sens. La première lecture, dite minimaliste, soutient que l'État aurait amplifié la menace afin de consolider son autorité. Dans cette perspective, le convoi sert de levier politique. Un pouvoir fragilisé dramatise un épisode grave pour ressouder l'opinion, marginaliser ses opposants et reprendre l'initiative médiatique. En contexte instable, ajoutent ses défenseurs, l'urgence sécuritaire justifie des procédures exceptionnelles, produisant un avantage intérieur. L'événement serait donc essentiellement domestique,
la dimension régionale n'étant qu'un décor. La seconde lecture, maximaliste, affirme au contraire qu'il s'agit d'une ingérence extérieure organisée. Elle s'appuie sur la convergence de 57 camions, la diversité des provenances matérielles et la sophistication du camouflage. Selon cette thèse, l'interception n'est ni un accident ni un trafic opportuniste, mais une opération concertée, planifiée sur plusieurs mois, conçue pour contourner les radars et reconfigurer un rapport de force régional. Le convoi ne serait qu'un maillon d'un mécanisme plus vaste où l'argent, les relais et certaines couvertures servent de protection. Le test analytique n'est pas de choisir l'histoire la plus frappante, mais de déterminer laquelle explique le mieux l'ensemble des éléments disponibles sans forcer les faits. Or, plusieurs points pèsent contre la lecture strictement domestique. D'abord, les preuves matérielles décrivent une chaîne transnationale cohérente. Numéros de série rattachés à des stocks distincts, circuits d'achat multiples, conditionnement standardisé. Ensuite, la méthode logistique, départ fractionné, convergence tardive, compartimentation des rôles, correspond davantage à un schéma conçu pour réduire les signaux qu'à une improvisation interne. Enfin, les témoignages de chauffeurs persuadés de transporter des marchandises ordinaires suggèrent une architecture où chacun sait peu afin de protéger un centre décisionnel. Cela ne valide pas automatiquement l'hypothèse maximaliste dans tous ses détails. Mais, à densité de preuves égales, l'hypothèse la plus parcimonieuse est celle qui relie sans extrapoler. Suivre les faits conduit à reconnaître une opération concertée, sans préjuger de l'identité finale des commanditaires. La solidité de l'analyse tient ici à sa capacité à absorber les objections tout en restant arrimée aux éléments pas traçables. À mi-parcours de l'enquête, un élément requalifie l'ensemble du dossier. Des documents préparatoires apparaissent, décrivant une séquence politique déjà écrite pour le bas-près. Ce qui était lu comme une interception défensive bascule vers une neutralisation préventive d'un déclencheur. L'arsenal cesse d'être un simple moyen logistique et devient la garantie matérielle d'un calendrier, pensé à l'avance, destiné à produire des effets institutionnels rapides. Présentés à Ibrahim Traoré, ces éléments déplacent immédiatement la stratégie. La priorité n'est plus seulement de sécuriser un périmètre ou d'inventorier des armes, mais d'empêcher la capture du récit par des narratifs concurrents. Les fichiers, les identités multiples et les échanges codés décrits par les enquêteurs dessinent un maillage où se croisent relais financiers, intérêts liés à la défense et couvertures administratives. Rétrospectivement, le convoi ressemble moins à une cargaison qu'à une clé destinée à rendre possible une suite déjà scénarisée. Ce point médian marque un changement de posture. L'État passe de la réaction à l'exposition méthodique. La lumière devient une arme défensive non par emphase, mais parce qu'elle réduit l'espace de la manipulation. À partir de là, l'affaire n'est plus une saisie spectaculaire, mais une épreuve de souveraineté documentaire, où chaque preuve consolidée peut empêcher un retournement ultérieur. Pour les institutions nationales, l'effet est d'abord organisationnel. L'interception transforme une alerte en protocole durable. Les chaînes de commandement sont resserrées, la coordination interservices devient routinière et la gestion de la preuve passait du réflexe sécuritaire à une architecture administrative. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, l'État adopte une ligne constante: documenter avant de proclamer. À court terme, cette discipline renforce la crédibilité institutionnelle. À moyen terme, elle impose un coût opérationnel assumé, mais réduit l'espace des récits concurrents. La décision publique gagne en lisibilité parce qu'elle s'appuie sur des éléments vérifiables plutôt que sur l'urgence émotionnelle. Pour les entreprises, l'onde de choc est paradoxale. D'un côté,
L'annonce d'une menace de cette ampleur accroît l'incertitude. Les chaînes d'assurance se tendent, certaines importations stratégiques ralentissent et les partenaires les plus exposés adoptent une posture d'attente. De l'autre, la démonstration de méthode crée un signal inverse. Des acteurs économiques recherchent une prévisibilité décisionnelle, même sous contrainte sécuritaire. Le résultat n'est pas un isolement mécanique, mais un réalignement progressif. Certaines activités se contractent, d'autres se redéploient autour de cadres jugés plus lisibles qu'auparavant. Pour les citoyens, l'impact est surtout psychologique et immédiat. Les images d'arsenaux interceptés produisent une émotion ambivalente. Il y a le soulagement d'avoir évité un basculement violent, mais aussi l'effroi face à ce qui aurait pu advenir. Dans les villes comme dans les zones frontalières, la discussion change de registre. La sécurité n'est plus une abstraction lointaine. Elle devient une expérience collective liée à des preuves visibles et à des procédures compréhensibles. Cette visibilité apaise autant qu'elle inquiète, car elle montre que la protection fonctionne tout en rappelant qu'elle n'est jamais acquise. Pour la région enfin, la conséquence est stratégique. Une opération stoppée à une frontière modifie les calculs des capitales voisines. Des audits internes sont lancés, des échanges de renseignements s'intensifient et des coordinations nouvelles apparaissent, non par solidarité de principe, mais par intérêt partagé. Le signal envoyé est clair. Une convergence lourde peut être détectée et neutralisée si les signaux faibles sont reliés à temps. Même les organisations régionales doivent intégrer cette donnée dans leurs évaluations, car elle réduit le risque d'embrasement transfrontalier. Pris ensemble, ces quatre cercles montrent que l'événement dépasse largement la saisie initiale. Il reconfigure des comportements, des attentes et des alliances. La question centrale n'est plus seulement ce qui a été arrêté, mais ce qui a été rendu visible. En ce sens, l'interception transforme une menace latente en apprentissage collectif et replace la preuve documentée au cœur de la confiance publique. Si l'on se projette sur l'horizon des 6 à 12 prochains mois, trois trajectoires se dessinent. Elles ne sont ni des prophéties ni des promesses, mais des cadres de lecture pour penser sous contrainte à partir des éléments déjà observables. Dans un scénario de base, la stabilisation est progressive et incomplète. L'enquête avance par strates, consolide des dossiers solides sans tout résoudre d'un coup, et les institutions renforcent leur routine de contrôle. Tensions diplomatiques persistent mais restent contenues. Les dispositifs annoncés après l'interception, audits réguliers, traçabilité accrue, coordination sécuritaire, produisent des effets mesurés, parfois invisibles au quotidien, mais réels dans la réduction des angles morts. La société tient sans transformer encore. La priorité devient l'endurance administrative. Maintenir la méthode quand l'urgence médiatique retombe et que l'attention publique se disperse. Dans un scénario plus favorable, l'affaire déclenche un effet d'entraînement régional. La démonstration de capacités documentaires crée un précédent. Les échanges de renseignements se densifient, des coopérations opérationnelles régulières s'installent et certains investissements se réorientent vers des projets perçus comme plus lisibles. La transparence cesse d'être défensive et devient un actif politique. La stabilité ne repose plus seulement sur l'absence de crise, mais sur la répétition de procédures vérifiables. Dans cette trajectoire, l'événement initial est absorbé et converti en levier d'intégration. Dans un scénario plus dur, une contre-offensive silencieuse s'installe. Elle ne prend pas la forme d'une confrontation directe, mais d'une érosion graduelle. Pression financière, campagne de désinformation, hausse des coûts d'importation et incertitudes juridiques fragilisent l'économie quotidienne. La cohésion forgée pendant la crise est mise à l'épreuve. Si cette trajectoire prévaut, la stabilité dépendra moins d'annonces ponctuelles que de la capacité à garder la preuve lisible dans le temps.
afin que le doute ne devienne un marché. Une recommandation traverse ces trois scénarios. Raisonner en capacité d'anticipation plutôt qu'en réflexe de réaction. Relier les signaux faibles, documenter avant de proclamer et transformer chaque alerte en routine. Penser ainsi n'élimine pas l'incertitude, mais en réduit le coût collectif. Au-delà des institutions et des équilibres régionaux, l'interception se diffuse dans la vie quotidienne par cercles humains distincts. Le premier concerne celles et ceux qui vivent de la sécurité au jour le jour. Soldats, gardes-frontières, chauffeurs de nuit, familles des zones sensibles. Pour eux, l'événement n'est pas une abstraction géopolitique, mais une nuit qui aurait pu basculer en quelques minutes. Les images d'armes empilées produisent un mélange de soulagement et de gravité. Un geste concret émerge. Partager l'information vérifiée localement, sans amplifier la peur, afin que la vigilance reste une pratique et non une panique. Un deuxième cercle rassemble la diaspora et les observateurs éloignés géographiquement mais proches émotionnellement. Confrontés à des récits internationaux simplifiés, ils cherchent des repères stables. L'affaire devient alors un point d'ancrage méthodologique. Des, des preuves, des procédures, des chaînes documentées. La posture utile consiste à comparer systématiquement les narratifs aux éléments établis et à relayer des analyses étayées plutôt que des slogans. Ce choix ne tranche pas les opinions, mais protège la discussion publique contre les raccourcis. Un troisième cercle concerne celles et ceux qui veulent comprendre les mécanismes, étudiants, journalistes, chercheurs, citoyens attentifs. Pour eux, l'événement offre une matière rare. Comment un réseau se cache, comment une preuve se consolide, comment une société réagit quand la menace devient visible. Un apprentissage simple s'impose. Poser la bonne question avant d'adhérer à un récit séduisant. Quelle preuve relie quoi? Dans ces trois cercles, une même intuition s'installe. La protection commence par l'attention aux signaux faibles. Partagée à temps, une information peut devenir une contribution discrète mais décisive à la stabilité collective. Après la crise immédiate, la réponse annoncée s'organise en une feuille de route visant à convertir une interception ponctuelle en capacité durable. L'objectif n'est pas de célébrer l'événement, mais d'institutionnaliser une méthode afin que la prochaine alerte trouve un état plus rapide, plus lisible et plus difficile à surprendre. Sous l'autorité d'Ibrahim Traoré, cette logique privilégie des actions mesurables plutôt que des proclamations générales. La première étape concerne la chaîne du renseignement. Chaque poste frontalier doit disposer d'un dispositif de détection connecté et d'un officier d'analyse dédié. Le critère d'évaluation est opérationnel. La capacité à identifier et bloquer un schéma similaire avant sa phase finale lorsque la convergence devient visible. La deuxième étape porte sur la conversion des capacités militaires. Les armes saisies ne sont pas seulement neutralisées, leur recyclage alimente un fonds destiné à équiper les unités frontalières et à financer des formations locales. Le succès se mesure par l'amélioration de la disponibilité opérationnelle et par l'augmentation du nombre d'unités formées, reliant sécurité et pédagogie. Une troisième étape vise le champ judiciaire. La création d'un pôle spécialisé dans les crimes transnationaux liés au flux d'armes permet de traiter ces dossiers avec continuité. La performance repose sur deux indicateurs simples, la rapidité d'instruction et la solidité des preuves consolidées dans le temps. Enfin, la coopération régionale complète l'ensemble. Des partenariats opérationnels structurent le partage d'informations et les opérations conjointes. Leur efficacité se lie dans la régularité des échanges et dans leur capacité à résister aux tensions politiques. Cette feuille de route poursuit un objectif unique, que la souveraineté se mesure, se documente, puis se renforce. Dans les heures qui suivent, une image remplace les discours. Le métal chauffe, rougit
puis coule lentement, comme si la peur perdait sa forme en même temps que l'acier. Ce qui avait été conçu pour dominer devient matière brute promise à un autre usage. La transformation est visible, irréversible, et dit plus que n'importe quelle proclamation. Le capitaine Musa Caboret réapparaît alors comme le fil discret du récit. Il tient un fragment fondu, souvenir compact de la nuit du 16 août. Quelques minutes de décision, une synchronisation trop parfaite, puis la route fermée avant l'irréparable. Autour de lui, nul besoin d'explication. La victoire n'est pas spectaculaire, elle est pédagogique. Elle montre qu'une menace peut être arrêtée puis convertie si l'attention précède la panique. À Ouagadougou, Ibrahim Traoré observe cette scène avec une lucidité sans emphase. Rien ici ne relève de l'héroïsme facile. La leçon est plus exigeante. La souveraineté ne tient pas à un instant, mais à la répétition de la preuve. Elle se construit lorsque l'État accepte de documenter encore et encore, sans céder à la tentation du récit commode. Ce rappel referme la boucle. De la nuit tendue au métal en fusion, le sens se déplace. Protéger, c'est aussi transformer. Transformer une interception en mémoire et une mémoire en méthode partagée. L'histoire du 16 août ne se prolonge pas comme un slogan, encore moins comme une certitude définitive. Elle reste une invitation à la maturité civique. Ce qui a été montré n'est pas l'immunité, mais une méthode rendue visible. Relier des faits, consolider des preuves, accepter la complexité sans la réduire à un récit commode. Dans un espace public saturé d'images rapides, ce choix a une portée sociale claire. Il rappelle que la confiance ne naît pas de l'intensité émotionnelle, mais de la cohérence répétée. Prolonger cette méthode peut rester simple, en parlant de l'événement sans invective, en comparant systématiquement les narratifs concurrents aux éléments documentés. En gardant l'habitude de demander comment une affirmation est reliée à une preuve, plutôt que de se demander si elle conforte une position préalable. Ces ces gestes modestes ne produisent pas l'unanimité, mais ils élèvent le niveau du débat collectif. La question demeure ouverte au-delà d'un pays et d'une nuit. Comment transformer une alerte critique en vigilance durable sans laisser la peur guider la suite? Chacun y répondra à sa manière, par l'attention qu'il accorde aux faits et par la qualité de la discussion qu'il choisit d'entretenir.